que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Il est temps de passer à l'actualité internationale. Naufrage de migrants en Grèce, désarroi des rescapés et polémique sur l'intervention des secours. Le naufrage de migrants en Grèce le 14 juin a fait 78 morts et 104 survivants selon les derniers chiffres des autorités qui redoutent que la catastrophe ait fait au moins 500 morts. Selon ces rescapés, 750 exilés, en majorité syriens, égyptiens, pakistanais et palestiniens, avaient embarqué 5 jours plus tôt à bord du chalutier bleu sur une plage de la région de Tobrouk, au nord-est de la Libye, dans le but de rejoindre les côtes italiennes. C'est le plus gros naufrage depuis plusieurs années de réfugiés qui traversent la Méditerranée. Vendredi 16 juin, les rescapés ont quitté Kalamata pour rejoindre un centre d'accueil de migrants, un centre fermé situé sur une zone militaire à 1 heure d'Athènes. La plupart des survivants ont été transportés ailleurs, à Malakassa dans la région d'Athènes. Ceux qui ont le plus besoin de soins, ceux qui étaient déjà malades sont restés à l'hôpital. Plusieurs souffrent des reins car ils ont bu beaucoup d'eau de mer en cherchant à sauver leur vie lors du naufrage. Beaucoup sont tout simplement épuisés par la soif et la faim parce qu'il y avait très peu de vivres à bord. L'accès aux rescapés au centre est toutefois très verrouillé et le dialogue est aussi très tendu avec la presse. Quand des migrants veulent parler derrière les barbelés, c'est en effet interdit. Les journalistes sont tenus à l'écart de l'entrée et des échanges. Donc on n'a pas le droit de parler aux journalistes, mais c'est pas une prison, ne vous inquiétez pas, ça. C'est un centre d'accueil, bien sûr, pour les personnes, voilà, tout va bien. Alors pour ça, la question qui se pose aujourd'hui, c'est si ces personnes auraient pu être sauvées. Les gardes-côtes grecs étaient au courant de la présence du bateau depuis hier après-midi et ils ne les ont pas sauvés. Ils avaient 24 heures pour lancer une opération de sauvetage et n'ont rien fait. L'excuse, les réfugiés ne voulaient pas être secourus. C'est en effet la raison donnée par les autorités helléniques pour se justifier, indiquant que le navire a navigué avec un cap et une vitesse constants, refusant les propositions d'assistance. C'est un argument fallacieux régulièrement utilisé par certains États membres de l'Union Européenne et par Frontex pour essayer de prouver que ces bateaux ne sont pas en détresse. Or, il existe un cadre légal extrêmement clair défini par le droit maritime. Avec une telle densité de personnes à bord sans gilet de sauvetage, c'est par définition un cas de détresse. Oui, exactement. Là, ils ont dit non, ils sont pas en détresse, et puis de toute façon, on n'a pas le droit de faire remorquer un bateau en détresse. Ouais, c'est ça, ils ont l'impression que c'était une croisière. Frontex le reconnaît, notre avion de surveillance a détecté le bateau le mardi 13 juin à 9h47 et a immédiatement informé les autorités compétentes. Les gardes-côtes grecs ont de leur côté attendu 13 heures avant d'envoyer des secours. Leur navire n'a quitté la Crète qu'à 22h40 pour, une fois arrivé à proximité du bateau, ne pas intervenir et rester en observation, arguant que les exilés souhaitaient continuer de faire route vers l'Italie. Pour Nawal Soufi, les personnes embarquées par le chalutier ont pourtant demandé de l'assistance dès le mardi matin. Depuis l'été 2013, la militante italo-marocaine reçoit régulièrement en Italie des appels téléphoniques d'exilés à bord d'embarcations en détresse pour qu'elles préviennent des gardes-côtes de leur position. Ce 13 juin, elle a donné l'alerte à 9h35, donc 9h35, c'est à peu près au même moment que Frontex a appris qu'ils étaient en détresse. Après 5 jours de voyage, l'eau potable était épuisée, le capitaine de bateau les avait abandonnés en pleine mer et il y avait 6 corps à bord, explique la jeune femme sur les réseaux sociaux. Je peux témoigner que ces personnes ont toujours demandé à être sauvées par n'importe quel pays. Les témoignages d'ONG qui contredisent celles des officiels. La solution s'est compliquée lorsque le navire s'est approché du bateau, l'a attaché avec des cordes aux 2 extrémités et a commencé à verser des bouteilles d'eau, raconte encore Nawal Soufi. Les exilés craignaient que les cordes ne renversent le bateau et que les bousculades à bord pour récupérer l'eau ne provoquent un naufrage. Ils se sont légèrement éloignés du navire pour tenter d'éviter la catastrophe. Et de poser la question, est-ce que le fait de s'être éloigné de cette situation dangereuse a pu être interprété par les autorités grecques comme un refus du sauvetage? Bon, il leur a pas fallu grand chose pour interpréter ça comme un refus du sauvetage, on va dire. Ce n'est pas un accident, c'est un meurtre, dénonce le sauveteur en mer grec Iazonas Apostolopoulos, qui en juillet 2022 avait témoigné devant le Parlement européen à propos des refoulements illégaux pratiqués par les gardes-côtes grecs, avec la complicité de l'agence européenne Frontex, de gardes-frontières et de gardes-côtes. Ce qu'on appelle des pushbacks, c'est-à-dire renvoyer les personnes qui arrivent par la mer vers le large, ce qui est interdit pour les gardes-frontières. C'est probablement le plus grand naufrage de l'histoire moderne de la Grèce, et l'un des plus importants de la dernière décennie dans toute la Méditerranée. Je propose qu'on continue un petit peu à lire des articles. L'enquête de Street Press sur une communauté Emmaüs accusée de traite d'êtres humains et de travail dissimulé. Donc déjà, merci à Street Press qui font toujours du super taf. L'affaire pourrait entacher la réputation du mouvement humaniste fondé il y a plus de 70 ans par l'abbé Pierre. Ce mardi 13 juin, la communauté Emmaüs de la halte Saint-Jean de Saint-André-les-Lilles a été perquisitionnée par l'Office central de lutte contre le travail illégal. L'association est, selon nos informations, sous le coup d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet pour traite des êtres humains et travail dissimulé. Ça va être formidable comme lecture, ça va, on va pas du tout s'énerver. Dans cette grande bâtisse, des personnes en situation précaire récoltent, trient, reconditionnent et revendent des objets de seconde main. Mais Anne Seigné, la responsable de la communauté et présidente Emmaüs du Nord-Pas-de-Calais, est soupçonnée d'avoir mis en place un système d'exploitation de plusieurs dizaines de travailleurs sans papier, jamais déclarés et recrutés sous la base d'une fausse promesse, le statut de compagnon, qui en plus d'offrir une indemnité, ouvre une perspective de régularisation. Donc évidemment, en plus, on profite de la faiblesse de sans-papiers, et on leur ment sur
sur l'avenir en leur promettant une régularisation éventuelle future pour justifier ces conditions de travail. Les compagnons Emmaüs sont des personnes en très grande précarité. L'association leur garantit un hébergement décent, un accompagnement social et une allocation communautaire d'environ 350 €. C'est le fonctionnement d'Emmaüs de base. Ces droits leur sont acquis à partir du moment où ils respectent les règles de vie communautaire qui prévoient notamment la participation à un travail destiné à leur insertion sociale. Les structures qui accueillent des compagnons doivent disposer d'un agrément dit OACAS, organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. En 2018, la loi Asile et Migration a donné la possibilité aux compagnons sans papier de se voir délivrer une carte de séjour s'ils sont en mesure de justifier 3 années d'activité ininterrompue au sein d'un OACAS. Ouais, bien sûr, et puis faire 10 pompes aussi, faire une randonnée de 9 heures, 3 fois le tour du monde en ballon dirigeable. Les 10 victimes interrogées par Street Press disent avoir été recrutées avec les mêmes promesses de régularisation au titre de ce dispositif. Mais en février dernier, après plus de 6 ans de mensonges et face à l'insistance de ses employés, Anne Seigné avouait la supercherie. En fait, vous êtes des compagnons bénévoles. Enfin, vous êtes des super bénévoles, car vous êtes là tout le temps. Le problème, c'est que dans le mouvement Emmaüs, les compagnons sont ceux qui sont dans des OACAS. Moi, je ne peux pas payer l'URSSAF, donc je ne serai jamais aux OACAS. Les 3 ans, vous pouvez les retirer de votre tête. Pour ces étrangers en situation irrégulière, la nouvelle est dramatique, car seule la perspective d'être un jour régularisé les a fait tenir parfois de longues années. Anne Saint-Gier, que je prononce mal depuis tout à l'heure. Anne Saint-Gier aurait imposé des cadences infernales à ses employés, contraints de travailler 5 jours par semaine, 8 heures par jour, avec une seule heure de pause pour manger. Ils seraient rémunérés 150 € par mois après le paiement d'une redevance pour leur logement, qui varierait entre 20 et 110 € au bon vouloir de la responsable. Donc de l'exploitation, mais en plus on leur fait payer un loyer. Elle nous a dit que nous avions fait les meilleurs chiffres de sa carrière. Bah évidemment, tu payes des gens 150 balles et tu payes pas l'URSSAF, ouais c'est sûr ça aide. Selon l'ancien chauffeur de bus, plusieurs de ces bénévoles auraient une santé particulièrement fragile et beaucoup seraient sans hébergement stable. Je travaillais avec une femme marocaine qui avait subi plusieurs opérations médicales lourdes et qui était à la rue. Je pense qu'elle avait un handicap mental car elle n'arrivait pas à maîtriser ses émotions. Elle a travaillé pendant 7 mois tous les jours sans être payée. Il y a vraiment aucune forme d'humanité dans cette histoire. Hein. Vraiment ces gens étaient utilisés comme des objets. Hein. Noureddin a été recruté en 2019 par Anne Saint-Gier. 4 ans plus tard, le Guinéen de 23 ans est à bout de souffle. Lorsque nous le rencontrons en avril dernier, il a la jambe gauche dans le plâtre. Un meuble m'est tombé sur le pied pendant que je travaillais, soupire-t-il. Le lendemain de l'accident, j'avais si mal que je ne pouvais pas marcher. Anne est venue me chercher dans ma chambre et m'a ordonné de retourner au travail. Par peur des représailles, Noureddin aurait continué à travailler pendant plusieurs jours avant d'aller consulter un médecin qui lui diagnostiquera finalement une fracture du naviculaire et lui délivrera un arrêt de travail pour 30 jours. De retour à la communauté, Anne Saint-Gier l'aurait obligé à retourner travailler malgré les certificats médicaux. Et ce genre d'exploitation-là, en plus, les peines souvent sont ridicules par rapport à la gravité des faits. Moi, je sens venir le 3 ans de prison, le 5 ans de prison dont 2 fermes. Ça m'en ouf, mais ce genre d'affaires, c'est comme les affaires d'esclavage moderne. C'est ce genre de peine qui arrive et qui semble totalement dérisoire par rapport au mal qui a été fait, quoi. Si tu viens toutes les semaines me demander des papiers, je vais très vite m'énerver, menace Anne Saint-Gier dans un enregistrement que Street Press a pu consulter. L'Algérie a signé un accord avec la France qui dit « Je demande à la France de ne pas donner de papiers aux Algériens présents sur le territoire français pendant 10 ans. » D'après nos informations, ce type d'intimidation ne serait pas un cas isolé et les employés sans papier seraient régulièrement victimes de violences psychologiques et de racisme de la part de la directrice de la communauté. Il y a trop de noirs ici, aurait dernièrement scandé la responsable devant des clients choqués. Et à chaque fois, c'est ce genre d'enquête où on lit le truc et chaque paragraphe est pire que le précédent. Sans possibilité de régularisation et sans autre solution d'hébergement, les compagnons sans papier n'ont aucune issue. D'autant que pour les isoler du monde extérieur, la responsable les aurait incités dès leur arrivée à mettre fin à leurs relations avec les associations extérieures. En 2021, Danan, recruté par Anne Saint-Gier en 2017 avec sa femme et ses 4 enfants, constitue un dossier de demande de titre de séjour et fait valoir sa vie familiale et professionnelle en France. Street Press a pu consulter les documents remis par Anne Saint-Gier à la préfecture dans le cadre de cette demande. Elle ne fait mention que d'un simple bénévolat ponctuel et ne mentionne à aucun moment le nombre réel d'heures travaillées. Toujours menacée d'expulsion, Anan et sa famille se retrouvent bloqués à la halte Saint-Jean, pris au piège. En fait, la situation lui donne tout pouvoir, tout passe par elle, elle est employeur, bailleur, elle a la main sur la demande de leur titre de séjour, elle les nourrit, l'emprise complète, absolument. Et puis elle a aussi le fait qu'elle les coupe de tout leur entourage, qui est un petit peu un marqueur des situations d'emprise. Après 4 années de mensonges et d'humiliation, il n'y a plus aucun doute. Elle veut nous bloquer ici, car on ne coûte pas cher, mais on rapporte gros. Alors, vous avez là une émission de France 3 il y a quelques mois. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue, venez, je vous en prie. Oui, c'est sympa, oui, hein. Mais... Qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez tout lâché pour vous lancer, pour aider les autres? C'est d'abord une quête personnelle du bonheur. Je pense que
Ok, on va arrêter là. On va parler de la Palme d'Or. Justine Triet. Justine Triet qui a fait un discours. Alors, Justine Triet a dit la réforme des retraites, c'était pas ouf. La contestation a été niée et notre modèle français est en danger, voilà. Et moi, je voulais absolument vous lire cet article-là. Le pire article, probablement, de droite que j'ai jamais lu de ma vie. Justine Triet quand l'aveuglement politique devient embarrassant. Alors, si vous avez un jour un symptôme de l'imposteur quand vous écrivez des trucs, n'hésitez pas à retourner vers cet article, ça vous fera du bien, je pense. C'est Laurent Sagalovic qui a donc écrit ce magnifique article. L'art et la politique font rarement bon ménage. Déjà, dès le début, c'est n'importe quoi. Dès le début, c'est n'importe quoi. De droite ou de gauche, il n'y a rien de pire que les artistes engagés. Quand ils s'expriment, on a l'impression qu'ils rotent. Ainsi, l'autre soir, Justine Triet. Elle n'a pu s'empêcher de nous dire tout le mal qu'elle pensait de la réforme de la retraite. La réforme de la retraite, déjà. Pour sa défense, il faut dire que les sujets brûlants manquaient. Ce n'était pas comme si quelque part en Europe, une population innocente mais pourtant endeuillée recevait jour après jour un cortège de bombes et de missiles. Ou qu'en une contrée située en totale contradiction avec les aspirations d'un régime versé dans l'obscurantisme le plus fielleux. Voilà, vous avez pas parlé de l'Iran? Donc là vraiment l'argument du gars c'est ah là là, la réforme des retraites c'est moins pire que l'Iran quand même. Oui, certes, mais l'Iran c'est moins pire que l'Afghanistan. Le régime des talibans il est plus vénère que le régime des mollahs, donc je peux le faire moi aussi si tu veux, hein. À force de se prendre pour le nombril du monde, de tout considérer comme dû, de ne jamais se comparer à quiconque, de vivre en vase clos. Oui, parce que lui, c'est le seul au courant de ce qui se passe en Ukraine, hein. Tu sens que ce gars est plus intelligent que toi, quoi. On finit par devenir un prophète de malheur, et on vitupère à tort et à travers comme ces malades à l'hôpital pour une jambe cassée ou une appendicite bénigne. Mais tu sais que ça fait mal l'appendicite même quand c'est bénin, genre. Le gars, il se plaint pour une jambe cassée, mais ça fait mal en fait. Il est un zito. Il faut de la dignité dans l'indignation. Samedi soir, Justine Triet en a cruellement manqué.